Amour, une nouvelle réaliste de Guy de Maupassant. Lecture par Christophe Tabar. Je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tuée, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe il et elle, leur amour seul m'importe. Et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit, ou parce qu'il m'étonne, ou parce qu'il m'émeut, ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse, un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'amour, comme apparaissait aux premiers chrétiens des croix au milieu du ciel. Je suis né avec tous les instincts et les sens de l'homme primitif, tempérés par des raisonnements et des émotions de civilisé. J'aime la chasse avec passion. Et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispe le cœur à le faire défaillir. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl de Rauville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin, gaillard de 40 ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brute aimable d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme château dans une vallée large où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles quelquefois, et les oiseaux de passage, ceux qui, presque jamais, ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps, demeuré là pour leur servir d'abri en leurs courtes étapes nocturnes. Dans la vallée, c'étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies. Puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s'épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, houleux, on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates, conduites et dirigées avec des perches, passaient, et muettes, sur l'eau morte, frôlaient les joncs, faisaient fuir les poissons rapides à travers les herbes et plongeaient les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement. J'aime l'eau d'une passion désordonnée. La mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder. Les rivières, si jolies, mais qui passent, qui fuient, qui s'en vont, et les marais surtout, où palpite toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques. Les marais, c'est un monde entier sur la terre, monde différent qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires, et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n'est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant parfois qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes, ou bien encore l'imperceptible clapotement si léger, si doux et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marais à des pays de rêve, à des pays redoutables, cachant un secret inconnaissable et dangereux. Non, autre chose s'en dégage, un autre mystère plus profond, plus grave, flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être. Car ce n'est pas dans l'eau stagnante et fangeuse, dans la lourde humidité des terres mouillées sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s'ouvrit au jour le premier germe de vie. J'arrivai le soir chez mon cousin. Il gelait à fendre les pierres. Pendant le dîner, dans la grande salle dont les buffets, les murs, le plafond étaient couverts d'oiseaux empaillés, aux ailes étendues ou perchés sur des branches accrochées par des clous,
éperviers, hérons, hiboux, engoulevents, buses, tiercelets, vautours, faucons. Mon cousin, pareil lui-même à un étrange animal des pays froids, vêtu d'une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même. Nous devions partir à 3h30 du matin, afin d'arriver vers 4h30 au point choisi pour notre affût. On avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible qui précède le jour, ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies, la coupe comme des lames, la pique comme des aiguillons empoisonnés, la tord comme des tenailles et la brûle comme du feu. Mon cousin se frottait les mains. « Je n'ai jamais vu une gelée pareille, disait-il. Nous avions déjà 12 degrés sous zéro à 6 heures du soir. J'allais me jeter sur mon lit, aussitôt après le repas, et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. À 3 heures sonnantes, on me réveilla. J'endossai à mon tour une peau de mouton, et je trouvai mon cousin Karl couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun 2 tasses de café brûlant, suivis de 2 verres de fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens, Plongeon et Pierrot. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux os. C'était une de ces nuits où la terre semble morte de froid. L'air gelé devient résistant, palpable tant il fait mal. Aucun souffle ne l'agite, il est figé, immobile. Il mord, traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi, comme lui, sous l'étreinte du froid. La lune, à son dernier quartier, toute penchée sur le côté, toute pâle, paraissait défaillante au milieu de l'espace, et si faible qu'elle ne pouvait plus s'en aller, qu'elle restait là-haut, saisie aussi, paralysée par la rigueur du ciel. Elle répandait une lumière sèche et triste sur le monde, cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois à la fin de sa résurrection. Nous allions, côte à côte, Karl et moi, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras, nos chaussures enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée, ne faisaient aucun bruit, et je regardais la fumée blanche qui faisait l'haleine de nos chiens. Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avança à travers cette forêt basse. Nos coudes, frôlant les longues feuilles en ruban, laissaient derrière nous un léger bruit, et je me sentis saisi, comme je ne l'avais jamais été, par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages. Il était mort, celui-là, mort de froid, puisque nous marchions dessus, au milieu de son peuple de joncs desséchés. Tout à coup, au détour d'une des allées, j'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à l'abri. J'y entrai, et comme nous avions encore près d'1 heure à attendre le réveil des oiseaux errants, je me roulai dans ma couverture pour essayer de me réchauffer. Alors, couché sur le dos, je me mis à regarder la lune déformée qui avait 4 cornes à travers les parois vaguement transparentes de cette maison polaire. Mais le froid du marais gelé, le froid de ses murailles, le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une façon si terrible que je me mis à tousser. Mon cousin Karl fut pris d'inquiétude. « Tant pis si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui, dit-il. Je ne veux pas que tu t'enrhumes. Nous allons faire du feu. » Et il donna l'ordre aux gardes de couper des roseaux. On en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée. Et lorsque la flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal, elles se mirent à fondre, doucement, à peine, comme si ces pierres de glace avaient sué. Karl, resté dehors, me cria « Viens donc voir !» Je sortis et je restai éperdu d'étonnement. Notre cabane en forme de cône avait l'air d'un monstrueux diamant au cœur de feu poussé soudain sur l'eau gelée du marais. En dedans, on voyait 2 formes fantastiques, celles de nos chiens qui se chauffaient. Mais un cri bizarre, un cri perdu, un cri errant
passa sur nos têtes. La lueur de notre foyer réveillait les oiseaux sauvages. Rien ne m'émeut comme cette première clameur de vie qu'on ne voit point et qui court dans l'air sombre, si vite, si loin, avant qu'apparaisse à l'horizon la première clarté des jours d'hiver. Il me semble à cette heure glaciale de l'aube que ce cri fuyant, emporté par les plumes d'une bête, est un soupir de l'âme du monde. Karl disait « Éteignez les feux, voici l'aurore ». Le ciel, en effet, commençait à pâlir, et les bandes de canards traînaient de longues taches rapides et vite effacées sur le firmament. Une lueur éclata dans la nuit, Karl venait de tirer, et les deux chiens s'élancèrent. Alors, de minute en minute, tantôt lui et tantôt moi, nous ajustions vivement dès qu'apparaissait au-dessus des roseaux l'ombre d'une tribu volante. Et Pierrot et Plongeon, essoufflés et joyeux, nous rapportaient des bêtes sanglantes dont l'œil quelquefois nous regardait encore. Le jour s'était levé, un jour clair et bleu. Le soleil apparaissait au fond de la vallée, et nous songions à repartir quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes. Je tirai, un d'eux tomba presque à mes pieds. C'était une sarcelle au ventre d'argent. Alors, dans l'espace au-dessus de moi, une voix d'oiseau cria. Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante. Et la bête, la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous, en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains. Karl, à genoux, le fusil à l'épaule, l'œil ardent, la guettait, attendant qu'elle fût assez proche. « Tu as tué la femelle, dit-il. Le mâle ne s'en ira pas. » Certes, il ne s'en allait point. Il tournoyait, toujours, et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de souffrance ne me déchira le cœur comme l'appel désolé, comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu dans l'espace. Parfois il s'enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol. Il semblait prêt à continuer sa route, tout seul à travers le ciel. Mais, ne s'y pouvant décider, il revenait bientôt pour chercher sa femelle. « Laisse-la par terre, me dit Karl. Il approchera tout à l'heure. » Il approchait en effet, insouciant du danger, affolé par son amour de bête pour l'autre bête que j'avais tuée. Karl tira. Ce fut comme si on avait coupé la corde qui tenait suspendu l'oiseau. Je vis une chose noire qui tombait. J'entendis dans les roseaux le bruit d'une chute, et Pierrot me le rapporta. Je l'ai mis, froid déjà, dans le même carnier, et je repartis ce jour-là pour Paris.